bonjour à tous. Pour rappel, du coup, ce meet-up, il est un peu particulier parce qu'il va être en 2 parties. Il y a la première partie qui va être présentée par, Meryl qui est juste à côté de moi du coup, parce qu'on est dans la même pièce, où il va parler d'Argo CD et du déploiement avec Argo CD, dans Kubernetes. Ça va durer à peu près, 30-35 minutes si tu fais Ouais, pas c'est trop ça. chaud. Et ensuite, du coup, on va parler de Consul, des services, des microservices et de la mise en place de services mesh avec Consul. Donc voilà, bah, je te laisse la main, Meryl. Ça marche. Bah, du coup, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'Argo CD. Alors, qui je suis? Je suis Meryl. Je suis arrivé chez Extia en novembre dernier et c'est mon premier meet-up. Donc voilà, ravi de vous présenter un peu cette petite initiation à Argo CD. Euh, donc moi, je vais commencer. Comme Nicolas vous l'a dit, ça va être pas trop long. Ça va être sur un format d'à peu près une demi-heure. Euh, donc je vais vous présenter en bref Argo CD, qu'est-ce que c'est, voilà, c'est quoi ses caractéristiques, à quoi ça sert, comment on l'utilise. Je vais vous montrer comment on l'installe. Alors là, il y aura une petite démo qui sera faite en local sur mon poste avec Minikube. Euh, et puis ensuite, je vous montrerai comment on peut déployer une application basiquement et puis de manière un tout petit peu plus évoluée. L'idée étant pas d'aller dans les thématiques très avancées, ça reste une introduction, mais de montrer un peu ce qu'il est possible de faire avec. Et là aussi, il y aura une petite démonstration qui, j'espère, on aura le temps de la terminer, mais elle ne devrait pas être trop longue. Donc, pour commencer, Argo CD en bref, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est un projet CNCF, donc de la Cloud Native Computing Foundation. Il est inscrit comme projet niveau incubating, ça veut dire en gros qu'il est mature pour être utilisé en production. Voilà, selon cet organisme-là. Qui est quand même assez connu et qui fait quand même pas mal foi dans la profession sur toutes les technologies cloud. C'est un outil de déploiement continu, donc qui s'inscrit dans la mouvance DevOps de déploiement des bonnes pratiques de déploiement, et vraiment axé sur la partie déploiement continu. Donc laisser de côté la partie intégration à d'autres outils et se concentrer sur l'efficacité des déploiements. Il est conçu pour être utilisé sur Cube, enfin pour déployer sur des clusters Kubernetes et pour tourner sur Cube. Donc du coup, voilà, on peut difficilement il n'est pas conçu pour tourner sur un simple Docker sur un serveur ou sur un sur votre poste. Il est vraiment conçu pour tourner sur un cluster. Ça n'empêche qu'on peut le faire tourner sur du Minikube, sur un PC. Vous allez le voir, c'est ce que je vais faire là aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Il est conçu pour suivre les patterns GitOps, donc qui consistent, pour rappel, juste en, en la croyance un peu absolue de ce qui est versionné, donc de tout versionner, toutes les configurations, de tout passer en Hascode et versionné sur Git. Et du coup, voilà, c'est le repo de Git qui fait foi sur tout l'historique de l'infrastructure et des infrastructures et des plateformes et qui nous permet de déployer de manière un peu plus agile. Il est conçu pour déployer donc différents types des ressources cubes, mais via différents formats. Donc on peut déployer du Helm, des manifestes YAML ou des manifestes un peu customisés avec Customize. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur du YAML basique, hein, vous le verrez, mais ça peut très bien marcher. On peut très bien configurer des repos Helm et les déployer. Et surtout, il est aussi conçu pour manager de très grosses infrastructures, puisqu'il peut manager plusieurs clusters Kubernetes à lui tout seul déployés sur plusieurs clusters différents. Donc, à quoi ça sert? Pour commencer, on va commencer à regarder un peu rapidement comment est-ce qu'on fonctionne globalement dans beaucoup de projets jusqu'à aujourd'hui. On a un outil, dans les projets de développement, on va avoir une partie test qui va être automatisée souvent là j'ai pris Jenkins comme exemple, mais ça peut être n'importe quel autre outil de CI automatisé. Donc une partie de test, le build sur les applis containerisées d'une image Docker qui va être poussée par une registry, euh, qui va être poussée sur une registry Docker ou autre technologie, hein. On peut très bien être sur des technologies Red Hat aussi. Euh, et ensuite, on va avoir une partie modification des manifestes de déploiement pour passer à la nouvelle version. Et souvent, l'outil, ce qu'il fait, c'est en mode shell, une bête commande kubectl apply et va se connecter au cluster pour pousser les nouveaux manifestes. Et là, le cluster va aller détecter qu'il y a une nouvelle version et faire son, son rolling update. Il y a quelques désavantages à cette façon de faire, qui est qu'on manipule pas mal de lignes de commande dans nos pipelines.
Ça peut faire sur des gros projets des pipelines un peu complexes avec beaucoup de gros scripts. Et puis on a besoin d'un accès un peu externe à Cube. Le cluster, on doit y accéder de l'extérieur pour pousser les nouveaux manifestes, ce qui peut apporter quelques vulnérabilités de sécurité si on ne gère pas bien les credentials ou les users. L'idée avec Argo, c'est de venir remplacer juste la partie CD. Il n'a pas vocation à remplacer un Jenkins, un GitLab CI, un drone ou n'importe quel autre outil de CI. Son but, lui, c'est de tourner pour la partie déploiement exclusivement. Et en fait, une fois qu'on a fait toutes les premières étapes jusqu'à la mise à jour de nos manifestes YAML, lui, il va traquer les repositories dans les Git, qu'importe le système que vous utilisez, GitHub, GitLab, Bitbucket, et peu importe, Gitty même. Il va traquer les repositories où sont stockés nos manifestes donc qui décrivent nos applications, les déploiements de nos applications sur Cube. Et dès qu'il voit une modification, selon comment on l'a paramétré, il va automatiquement ou via une validation récupérer les nouveaux manifestes. Donc c'est le cluster qui vient pull les modifications et les appliquer sur le cluster. Pardon, je vais un peu vite. Donc du coup, l'avantage, c'est qu'on segmente un peu les rôles au terme sur les pipelines. Donc on a vraiment la partie CI qui peut être laissée à l'expertise des développeurs qui connaissent leurs applications, et la partie déploiement qui va pouvoir être gérée par les profils un peu plus opérateurs qui vont pouvoir maîtriser le déploiement de manière un peu plus fine et un peu plus fin sur le cluster. Ça permet non pas de faire en sorte que les deux mondes ne parlent pas, mais plutôt de remettre un peu les périmètres à leur place, histoire d'éviter de partir dans toutes les directions. Et puis ça évite d'avoir des accès externes au cluster aussi. Donc vu que c'est le cluster qui vient pull les modifications, il n'y a pas besoin de générer des accès externes qui pourraient être problématiques au niveau de la sécurité. Donc là maintenant, je vais directement enchaîner avec l'installation. Donc comment ça fonctionne? Ça s'installe assez simplement, hein. Il y a quand même quelques prérequis. Déjà, c'est d'avoir un cluster Kubernetes pour le faire tourner, que ce soit le cluster sur lequel on va déployer ou non, ça doit tourner sur un cluster. Après, il est capable de déployer sur des clusters distants, il n'y a pas de problème. Et puis des applications conteneurisées qui peuvent tourner sur Kube, parce que tout n'est pas conçu pour être, toute application n'est pas conçue pour être orchestrée non plus. Au niveau des types d'installation, c'est pas très compliqué. Il y en a deux, dont la multitenant et l'accord installation. La différence majeure entre les deux, c'est que la multitenant, en fait, on va pouvoir gérer différents users et des permissions, alors qu'on va pouvoir faire des gestions un peu peaufines de qui peut faire quoi. Donc en mode role-based access and control. Sur la version core, on va pas pouvoir faire de multitenance. Voilà, on va avoir qu'un utilisateur, donc c'est plus destiné à soit du test, soit pour un usage, pour un simple administrateur dans des plus petites infrastructures, ou pour du dev aussi, ça peut fonctionner. Et puis comment on peut déployer des manifestes, comme je vous disais, YAML, du Kustomize ou du Helm. Non, pardon, on peut le déployer. L'outil se déploie pareil, via manifeste, YAML, Kustomize ou Helm en fonction de ce qu'on veut faire. Donc ça ne représente pas beaucoup de commandes. Le seul point que j'aborderai pas ici, je vais vous faire une petite démonstration, mais le seul point que j'aborderai pas ici, c'est comment est-ce qu'on y accède depuis l'extérieur de manière permanente, puisque ça rentre plus dans de la configuration Cube. Ce qu'il faut savoir, c'est comme pour toute application qui est déployée sur Cube, il faut soit configurer un load balancer devant pour gérer les accès et l'équilibrage, soit déployer des ingress pour définir les routes qui vont nous permettre de définir les endpoints qui vont mener vers l'interface et les différents ports. Donc, je vais changer. Normalement, mon cluster Minikube est bon. Donc, pour déployer Argo sur votre cluster, la simple chose à faire, c'est de faire up. Donc, moi, je suis sur Minikube, donc j'ai démarré mon cluster tout à l'heure. Donc, il me permet de générer un cluster cube en local sur mon poste de manière un peu plus efficace que si je déployais un K8S complet. Minikube, donc je vais autoriser l'addon ingress qui va nous servir après pour les applications qu'on va essayer de déployer. Créer le namespace Argo CD et puis récupérer en ligne le manifeste d'installation qui va permettre d'installer les ressources sur le cluster pour faire tourner Argo CD. Donc ça peut prendre quelques secondes, il n'y a pas de crainte à avoir, ça se fait assez bien. Voilà, créer le namespace.
déploie les manifestes, et puis après, le cluster va pull naturellement les ressources. Voilà, on attend juste que ça se passe, et puis après, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on déploie une application. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, je vais repasser directement à la suite. Voilà, on verra juste après comment est-ce qu'on accède à l'interface. Donc là, je vais vous montrer, parler de comment on déploie une application. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit précédemment, Argo CD, ça fonctionne sur les principes de framework GitOps. Et donc du coup, en ce sens, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Argo CD sur un cluster? C'est ni plus ni moins que des ressources, ce qu'on appelle des CRD, donc des Custom Resource Definition, qui permettent d'ajouter des fonctionnalités à un cluster Kubernetes. Ça permet d'ajouter globalement, si on vulgarise, des add-ons. Et donc du coup, ça va nous définir des nouvelles ressources qu'on va pouvoir déclarer dans le cluster, à savoir les projets, les repositories, les applications et les clusters. Il y en a d'autres, mais ça rentre dans des thématiques quand même bien plus avancées pour gérer finement les droits de qui peut faire quoi, notamment. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on ne parlera majoritairement que des repositories et des applications qui sont les basics pour pouvoir déployer une application sur Argo CD. Bon à savoir quand même, parce que les autres sont bonnes à connaître quand même, savoir qu'elles existent parce qu'elles permettent d'aller vers des utilisations plus avancées facilement. Donc, par exemple, les projets qui permettent de gérer les droits pour les différents utilisateurs d'Argo. Donc, il peut déployer, qu'est-ce qu'il a le droit de déployer, où il peut le déployer et avec quel repository source il peut déployer. Les clusters, pareil, qui définissent les clusters sur lesquels on peut déployer. On n'aura pas à en configurer aujourd'hui parce qu'on va rester sur le cluster local, celui où tourne Argo CD, et donc on n'aura pas à en faire un autre. On aura les repositories qui sont où est-ce qu'on va chercher nos applications, nos manifestes de déploiement, et les applications qui sont en fait la manière dont on déploie nos manifestes, donc nos apps, quelles ressources on déploie et comment est-ce qu'on les déploie. Donc ça, c'était la base. Et maintenant, et avec ça, ce qu'on peut faire, Argo CD, il introduit un mécanisme qui est assez puissant, qui permet de mettre pas mal de mécaniques en place. Il permet notamment de définir un repository de configuration pour nos déploiements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, le schéma faire un peu peur au début, mais en fait, c'est pas très compliqué sur le principe. Je vais pouvoir définir un repository. Mettons que j'ai une application, un environnement applicatif composé de plein de composants à déployer. Plutôt que de les déployer à la main, je vais pouvoir faire un repo qui va dire Argo CD, qui va lui donner la configuration pour pouvoir déployer tous ces composants d'un coup, sans avoir à manuellement tous les renseigner. Donc, j'ai alors Génicode, effectivement, il faut prendre en compte que ce n'est pas le code source de l'application ici pour les applications. On a une petite coquille, excusez-moi, mais c'est bien deux applications différentes ici. Donc, on a les manifestes de déploiement de l'application 1 et les manifestes de déploiement de l'application 2 qui sont dans un repo. Et on va pouvoir, par exemple, dire à Argo comment est-ce qu'il est censé déployer cette application et où il les trouve en un seul repo. En gros, ça va être sa configuration pour lui dire comment déployer ces deux choses-là en même temps. Et donc, Argo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pull sa configuration. Il va la synchroniser sur le cluster. Donc, dès qu'il y a des modifs, il va pouvoir les synchroniser ou demander à les synchroniser en fonction de comment on l'a configuré. Sur le cluster, on va se retrouver avec une ressource application pour l'app 1, une ressource application pour l'app 2. Et pareil pour les repositories. Donc, comme ça, il va pouvoir déployer cette application, en sachant, parce qu'il sait que son repository lui indique, cette ressource-là lui indique où trouver l'application qui sera là. Et pareil, après, il va pouvoir synchroniser ces applications et redéployer dès qu'il y a des modifications sur les manifestes de déploiement. Donc, on va continuer la démo. Hop, là, on voit bien que le cluster, tout tourne comme il faut. Et on va pouvoir déployer premièrement une application simple. Hop. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, c'est juste on va mettre là. Je fais un port forward donc pour me permettre d'accéder en gros à l'application dans le cluster. Pour l'instant, elle n'est pas accessible de l'extérieur et je vais configurer une redirection de port sur mon PC en local pour pouvoir accéder à l'interface dans le cluster. En production, faut mettre en fonction de comment on administre son cluster, il faut mettre les ressources qui vont bien pour y accéder, définir les routes. Et puis après, on va tout simplement récupérer le secret d'administration. Le secret d'administration, c'est un secret qui est
pour pouvoir se connecter. Donc là, si je vais sur localhost 80, hop, accepter poursuivre, je vais pouvoir renseigner les logins et me connecter. Donc on a une interface qui est assez épurée et simple au début. Je vous ferai un tout petit tour après avoir déployé une première application, parce qu'en fait c'est là qu'on va voir des choses intéressantes à mettre, qu'on va voir des choses intéressantes pour regarder. Donc on va, avant de pouvoir déployer une application, il va falloir qu'on déploie une première chose, c'est un repository, pour que Argo sache où chercher ces applications. Donc là, je prends le lien d'un repository public que j'ai créé cette semaine, hop, qui me permet de déployer un simple Nginx par des basiques. Donc, on choisit un repo qui va être accessible en HTTPS, on le met dans le projet default. C'est le projet que je vous montre parler des ressources projet. On va pas trop les manipuler, mais il y a un projet par défaut qui permet à tout le monde de faire un peu tout et n'importe quoi. Donc il faut par ailleurs, une fois que le cluster est déployé, configurer un peu ça pour pouvoir faire de la gestion plus précise. En attendant, pour tester, ça nous suffit. On déclare le repository et il faut bien faire attention à ne pas mettre juste la simple URL, mais bien l'URI d'identification du repository, donc avec le point guide, parce que souvent par défaut on fait un copier-coller et dans l'URL de la barre des navigateurs, ils ne mettent pas cette partie-là du nom, et donc du coup ça fait que ça ne marche pas et on ne comprend pas pourquoi. Et puis si besoin, on configure les credentials. Ici on n'en a pas. On connecte, on voit qu'il arrive bien à trouver le repository, et là on peut directement depuis ici créer l'application, mais depuis l'accueil, ça se passe aussi par ici. New app, on lui met un nom. Bon, ici, on s'en fiche, on met un peu n'importe quoi. Toujours pareil, le projet par défaut. On va dire qu'on le déploie en automatique, qu'on l'autorise à créer les namespaces s'ils n'existent pas déjà sur le cluster. Donc là, vous voyez, on voit déjà plusieurs options de synchronisation. Par exemple, est-ce qu'on lui autorise à supprimer des ressources quand dans les manifestes, il ne les voit plus dans les manifestes de déploiement. Ça permet d'éviter des suppressions accidentelles ou d'éviter de déclencher des événements non désirés sur des fausses manipulations. Et on va avoir des options qui vont permettre de définir est-ce qu'il supprime les manifestements qui ont été retirés à la fin, ou ce genre de choses, ou est-ce qu'il applique uniquement les modifications sur tout ce qui n'est pas synchronisé, ce qui est désynchronisé par rapport au repo, ou est-ce qu'il redéploie tout à chaque fois. Les options qui nous finissent de nous intéresser, c'est le repository qu'on a configuré tout à l'heure. La révision, donc là c'est le tag dernier commit, mais on peut très bien dire qu'on veuille déployer une certaine branche, ou on peut très bien dire qu'on peut déployer une version spécifique sur de nos manifestes de déploiement. Le pass, il est obligatoire et il correspond à quoi? Il correspond au répertoire dans votre repo où sera stocké les manifestes à déployer. On peut se servir de cette option. Alors là, basiquement, tous mes manifestes sont à la racine de mon repository, donc je vais mettre la racine. Mais si j'avais, par exemple, segmenté test et prod dans des dossiers différents, j'aurais pu mettre voilà, test, prod, et il aurait été trouvé les manifestes dans le bon dossier. Voilà. Et là, je lui dis, dans destination, où est-ce que je veux déployer? Donc mon cluster, par défaut, le localhost, enfin le cluster local, celui sur lequel tourne Argo, et le namespace. Normalement, je peux mettre ce que je veux, mettre first app. À savoir qu'il n'est pas trop friendly avec les majuscules, donc il faut tout mettre en minuscules. Voilà, c'est les options qui vont nous intéresser pour l'instant. On fait create et normalement, si je ne me suis pas planté, Alors, je ne sais pas pourquoi le repository est non accessible. Bah, écoutez, ça c'est c'est bien dommage parce que voilà, ouais, c'est juste un petit problème d'accès. Donc il va nous créer une carte comme ça, il y en aura une par application. On a des petites options de base pour ça, le refresh, on a des options avec les paradigmes de base, donc le refresh et le sync. Le refresh, ça correspond à comme si vous faisiez un git fetch, en fait, il va aller voir s'il y a des nouvelles modifications sur le repository, mais il ne va pas les appliquer. Et le sync, il fait un refresh et un pull, c'est l'équivalent d'un pull en fait. Évidemment, quand on sync, on peut lui préciser des options. Est-ce qu'on l'autorise à delete,
enfin, qui ne sont pas par défaut. Par exemple, est-ce qu'on l'autorise là sur cette synchronisation-là à delete les ressources qui doivent être delete, ou est-ce qu'on lui autorise pas? Les politiques de synchronisation peuvent être ajustées au cas par cas, en fonction des déploiements, pour chaque déploiement. Et on peut lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Une autre option intéressante, ça va être qu'on voit toutes nos ressources sous un format graphique. Donc là, on voit vraiment toutes les ressources qu'il a déployées sous un format graphique et avec différentes vues, ce qui est sympa. On peut avoir une vue au niveau du cluster. Ça ne sert pas à grand-chose ici vu qu'on n'a qu'un cluster et un nœud. Mais en fonction des clusters sur lesquels on déploie, quand sur une production, on va avoir plusieurs nœuds. On va pouvoir voir où sont nos pods, dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'ils prennent comme charge. C'est plutôt sympathique. On a une vue réseau qui peut être pas mal pour le debug quand on configure les accès. Donc on voit directement depuis Internet par où on passe et par quelles ressources et services on passe. Et le nombre de pods déployés, comment est-ce qu'ils sont accessibles. Et puis une dernière vue, quand on a beaucoup de ressources, ça permet d'avoir une vue un peu plus macro. Un peu plus, avec un peu plus de recul. Voilà, donc ça c'est pour le déploiement d'une application simple. Je devrais avoir le temps de vous montrer un truc un peu plus sympathique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on déploie des applications de manière automatique avec une application. Par exemple, si, mettons, vous avez, je dis, plusieurs composants à modifier d'un coup, à déployer d'un coup, ou si par exemple vous voulez pouvoir restaurer votre cluster facilement en cas de disaster recovery, ça va être une fonctionnalité qui va vous permettre de déployer bon nombre d'applications et de repositories d'un coup, et d'autres ressources d'ailleurs, des sur vos projets. Ça va permettre de faire de la configuration d'Argo CD lui-même en GitOps. Hop, donc, hop, il me demande bien la validation pour supprimer ce que je viens de créer. Hop. Et là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais créer une application qui va déployer les repositories sur le cluster. Hop. Donc, je vais prendre ça. Donc pour ça, j'ai quand même besoin de déclarer manuellement un repository. On peut le faire via une CLI Argo qui existe, que j'utilise quasiment jamais utilisé parce qu'on n'en a pas spécialement le besoin, mais elle peut être utile pour faire automatiser certaines tâches. Donc il faut déclarer le repository où on va trouver la configuration qui lui dit quels autres repositories applicatifs déployer. Non, je ne peux pas l'éditer, donc ce qu'on va faire, c'est que on va être mieux comme ça. On va disconnecter celui-là, connecter un repo, HTTPS aussi, sur le default. Hop. Et donc là, c'est mes repositories. Hop. Merci. Tu mets pas le point git sur le l'URL du coup cette fois-ci? Eh bien si, tu as raison. Une coquille. Je vois qu'il y en a qui suivent, c'est bien. Hop, 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 et connecter. Et là, si je retourne dans l'application, si je retourne dans mes repositories, non, il faut que je crée l'application, excusez-moi d'abord, petit mélange de pinceau. Donc là, j'ai appelé repo, hop, project name, le default, hop, automatique. Je veux bien qu'il crée le namespace tout seul. Repository URL path. Le path, pareil, toujours à la racine. Cluster, le par défaut. Et là, je vais dire que ça, c'est la configuration de mes repositories à configurer sur Argo. Hop. Je crée l'application et donc j'ai créé une ressource application dans Argo dont le rôle est de synchroniser les repositories pour Argo. Et donc si je retourne dans mes settings et mes repos, hop, j'ai des nouveaux repositories qui sont arrivés. Donc 2 applications. Et pour terminer la démo, ce qu'on va pouvoir faire, donc ce que je peux quand même faire pour vous montrer rapidement comment est-ce qu'ils sont configurés, à quoi ça ressemble. Voilà, c'est sur GitLab dans ce cas-là, et vous voyez, j'ai mes manifestes qui sont ici, à la racine de mon repo, et ils définissent des applications repositories qui sont ni plus ni moins que ce qu'on peut trouver comme option dans l'interface, mais sous un format YAML. Voilà pour ça. Et donc ici, ce que je vais faire maintenant, c'est vous déployer une application, qui est celle-ci, qui va déployer 2 autres applications. J'en ai mis 2, mais on pourrait faire une application qui déploie des applications, qui déploie des applications. Je ne sais pas jusqu'où va la limite, je n'ai pas testé et je pense pas que ce soit très intéressant, mais on peut faire des chaînages un peu plus complexes comme ça, c'est possible. Donc là, mes repos sont configurés et je vais créer une application que je vais appeler par exemple Stack One. Hop.
le name, projet default, automatique toujours. Alors je fais la même config parce que voilà, le but n'est pas d'aller chercher des choses complexes pour l'instant, juste de se familiariser avec l'interface. Et là, et surtout avec le mécanisme. Alors là, j'ai choisi un peu n'importe quel repo. Ce que je veux. Ah, je l'ai pas déployé. Bon, excusez-moi, j'ai autant pour moi. J'ai pas déployé, j'ai déployé en gros, ce que j'ai déployé, ce sont les repos des 2 applications que je veux déployer, mais il faut que je lui dise où trouver les manifestes, parce que je l'ai pas fait jusque-là par précipitation, où trouver les manifestes pour déployer l'application qui, elle, va se charger de déployer les autres. Hop, 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 hop. Effectivement, on met le point Git. Ça marche. Et là, je crée l'application qui va se charger de déployer toute la stack applicative ici. Hop, hop, automatique, auto. Ouais, celle-là. Toujours pareil à la racine du repo. Le namespace, on va mettre stack1 par exemple. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. On peut lui préciser, hein, je vous avais vu en bas le directory recurse qui permettent de dire que si vous avez des manifestes qui sont dans des sous-dossiers, parce que mettons vous avez beaucoup de choses à déployer dans votre repo, si vous voulez déployer tout d'un coup, vous pouvez très bien dire, au lieu de faire plusieurs applications et de spécifier le dossier à chaque fois, vous pouvez lui dire, mettre la racine et dire qu'il a le droit de déployer tout ce qui est dans les sous-dossiers. Et voilà, on voit qu'on a notre app qui est ici, notre Nginx de tout à l'heure, qui est redéployé avec son homologue ici présent. Donc c'est les deux mêmes. Hein. J'avoue que on a fait dans la simplicité pour l'instant. Et donc si j'essaie d'accéder, voilà, j'ai bien Nginx. Voilà pour ça. Ce que je peux finir, c'est par vous montrer, c'est comment est-ce que ça se présente pour déployer, créer cette application qui en déploie d'autres, cette configuration de déploiement d'application. Hop, 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 hop. Voilà. Et là, en gros, j'ai le manifeste de déploiement de mon application 1. Paf. C'est une ressource de type application Argo CD. Ou pareil, je lui spécifie ce que j'ai spécifié ni plus ni moins que dans le premier déploiement, donc les options, la source, la destination. Pour les accès, c'est géré dans la ressource repository qui a été déployée au préalable, donc on n'a pas à s'en soucier ici. Et comment est-ce que je l'autorise à déployer? Voilà. Évidemment, il y a plus d'options. Tout ce qui se retrouve dans l'interface se retrouve en option ici, même si là, on est resté simple, dans la simplicité. Hop. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour sur ce sujet-là. Et je vais pouvoir terminer par une petite ouverture, parce que je vous ai présenté un projet, un projet Argo, mais en fait, il y en a plusieurs autres. Alors mince, malheureusement, hop. Voilà. Donc, rapidement, juste en guise d'ouverture de fin, vous dire qu'il existe d'autres projets Argo, donc pour gérer par exemple la partie intégration continue avec Argo Workflows, pour faire du déploiement avec des pratiques un peu plus avancées comme Canary ou Bluegreen, avec Rollout, et gérer des workflows événementiels avec Argo Events, qui sont des applications à part entière. Que personnellement je maîtrise pas au jour d'aujourd'hui, mais qui peuvent être, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir comment ça se met en place. Voilà, donc je voudrais vous remercier pour votre attention et puis répondre à vos questions si vous en avez. J'y répondrai dans la mesure de mes compétences, mais j'espère que je saurai vous aider. Eh ben, merci pour la présentation, Meryl. Je t'en prie, j'espère que j'ai pas trop fait mal au timing. Non, on est bon, 33 minutes, 33 minutes, on est bon. Au niveau des questions sur le chat, il y en a pas des masses. Il y a Frédéric qui s'étonne du coup que ça soit des machines qui déploient des machines avec ton Inception d'application Ouais, derrière. C'est vrai que c'est quand même vachement pratique.
Ben, en fait, tu peux faire des trucs assez poussés. Alors malheureusement, j'ai pas utilisé encore Argo en production, donc j'ai pas vu, les use cases que tu peux avoir sur des très gros clusters, mais à titre personnel, je l'ai utilisé et du coup, sur mon cluster perso, ce qui se passe, c'est que toutes mes applications, elles sont configurées et mes repositories, alors j'ai fait ça un peu en mode bourrin parce que c'est du perso, mais au moins ça me permet que si demain le serveur sur lequel j'ai déployé tombe et pour X ou Y raison est pas rattrapable, je peux redéployer un Argo. Si j'ai bien backup mes données applicatives, je vais pouvoir tout redéployer en configurant une seule application dans mon Argo et tous les 10 ou 15 applications que j'ai configurées derrière vont revenir et vont retrouver leur petit. C'est pratique. C'est un cas d'usage potentiel. Est-ce que en présentiel, du coup, on a aussi des questions ou, ouais, ça fait peut-être beaucoup d'infos, Ouais, alors et ben c'est pas fini. l'usage d'application, c'est déjà un peu avancé, mais déjà, si on veut tester ou mettre des trucs en place, ça se fait assez facilement via l'interface. Comme je l'ai dit, il y a une CLI qui existe, qui fonctionne très bien, même si moi je l'utilise jamais parce qu'en fait, avec juste un repo Git et l'interface, on s'en sort très bien. Mais si on veut automatiser dans un contexte un peu plus poussé des choses, on a une CLI qui fonctionne et qui permet de faire tout ce qu'on a fait là en interface aussi. Ouais, Fred qui remet un petit commentaire. Alors nous, on a eu un gros incident car la conf globale d'un service a été modifiée en prod par erreur et paf, effet boule de neige et il y a tout qui a pété du coup. Ouais. Bah là, l'avantage, c'est que ça, si c'est mal configuré, ça peut aussi être dramatique. Hein, y a pas de, c'est comme tout, mais on peut configurer les droits qu'il a. Au lieu de déployer, il peut déployer tout automatiquement. On peut l'autoriser à supprimer ce qui n'est plus dans la conf, mais on peut aussi lui bloquer certains comportements et affiner en fonction de ce qu'on veut et du niveau de sécurité et de validation qu'on veut. Bon bah top. Bah s'il n'y a pas plus de questions que ça, on va pouvoir passer à l'autre sujet du coup. Ouais, c'est bon, ça vous va? Ok, on fait ça. Ça marche. Hop. Alors, instant technique, on va changer deux trois câbles, ça risque de clignoter dans tous les sens au niveau de vos écrans, mais c'est pas très grave, ça Vas-y. va revenir. Allez, on se Euh, prépare. Hop, je te passe ça. tac. Je te rends aussi la main là-dessus. Pif, paf, pouf. Donc là, je me vois en grand, c'est super. Tac, Inception de fenêtre, tout fonctionne correctement. Et on va pouvoir passer à la présentation du coup de Consul. Bon, normalement, ça c'est un meet-up que j'avais déjà joué il y a quelques temps. Il est plus autour des 45 minutes en théorie. Donc on va essayer d'aller vite. Il y a des parties que je vais volontairement sauter, mais si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui sont pas très claires, il ne faudra pas hésiter à me demander de préciser tout ça en fin de présentation. Donc dans un premier temps, on va voir ce que c'est qu'une architecture monolithique et comment elle s'oppose à une architecture en microservices. On va voir que sur les microservices, il y a des choses à mettre en place qui sont peut-être compliquées à mettre à jour et bah, du coup il y a des outils comme HashiCorp Consul, enfin Consul d'HashiCorp plutôt, qui permettent de nous faciliter tout ça et du coup de créer une véritable architecture de microservices en service mesh et il y aura un petit POC de Consul pour voir un petit peu tout ça. Ok, donc pour vous présenter du coup la différence entre une appli monolithique et une appli en microservice, j'ai pris le parti de faire ça sous forme de schéma. Et en gros, faut imaginer que le gros bloc violet ici, c'est notre application, donc c'est un marketplace où on va avoir des utilisateurs qui vont pouvoir se connecter bah, sur l'application pour bah, payer, requêter un stock, se connecter. Euh, donc rien de particulier. En termes de flux, c'est très classique. Les utilisateurs sont sur Internet, ils se connectent sur un reverse proxy qui va renvoyer le flux sur un ou plusieurs serveurs. Là, en l'occurrence, pour l'instant, il n'y en a que un. Et l'application va pouvoir se connecter à une base de données pour bah, récupérer de la donnée. Comme on est sur un monolithe, une application monolithique, notre application de front, si elle a besoin de communiquer avec un autre service, et ben ça va être, en termes de code, ça va juste être un appel de fonction au module de paiement, ou le paiement qui veut accéder au module de stock, bah, ça va être un appel de fonction au module de stock. Donc là, l'architecture, d'un point de vue infra, est relativement simple. D'un point de vue développeur, ça peut vite se complexifier parce qu'on peut avoir, bah, plus on a de modules, plus on a de fonctions à intégrer les unes avec les autres. Donc ça peut se complexifier.
Si on a des mises à jour à faire ou si on a, je me souviens d'un client qui voulait mettre à jour son application et monter la version de PHP, bah, c'était un énorme monolithique son appli. Et il a fallu qu'il fasse, qu'il mette à jour l'intégralité de son application, qu'il reteste l'intégralité de son application avant de la passer en pré-prod et en prod. Donc ça nécessitait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et il y a eu un énorme délai entre le lancement du projet et la mise en prod. Heu, Point important, imaginons que notre application a une, montée en charge. Donc on a beaucoup plus d'utilisateurs qui arrivent, pour se connecter au site. On va avoir 2 types de scaling de possibles, soit le scaling vertical, donc en gros on va augmenter la RAM et le CPU du serveur, donc là qui est représenté par la brique en violet, pour, pouvoir encaisser la charge. Mais ce qui est plutôt fait dans le monde du cloud, Hop, c'est de l'autoscaling horizontal où on va augmenter le nombre d'instances, de notre serveur avec du coup notre, application qui tourne sur ce serveur-là et la charge va être répartie sur les différents serveurs. Donc là, si on regarde, le flux est, pratiquement le même, c'est juste que le reverse proxy va renvoyer, les appels utilisateurs sur de différents serveurs qui vont communiquer, sur la base de données. Donc rapidement, si on retourne sur les avantages et les inconvénients de cette infrastructure, bah, les avantages, c'est que l'architecture, d'un point de vue infra, est quand même relativement simple. On a peu de briques. Là, maintenant, c'est simplifié forcément, puisqu'on a peu de briques à superviser et d'installer, donc peu de peu de briques à maintenir. L'inconvénient, c'est que c'est la maintenance logicielle est tout de suite plus compliquée. Plus l'application va grossir, plus la maintenance logicielle va être dure. La scalabilité, on a vu que, hop, ici, bah, on c'est pas du tout optimal, si on a juste un de nos services, par exemple le service de stock qui est énormément requêté, ben on va, scaler l'intégralité de l'application alors qu'au final on n'a pas besoin de scaler le module de paiement, le module de connexion utilisateur. Donc si on parle d'une infra, cloud ou même sur une infra on-prem, il va avoir une surconsommation de ressources qui peut se traduire par une surconsommation, d'argent, hein, si c'est du cloud, public, où on va consommer, des crédits ou, enfin, on va payer une surcharge au niveau de la facture alors que c'est pas forcément ce qu'on veut. Et bah, l'intégration de nouvelles fonctionnalités est également plus compliquée puisqu'il va falloir, réfléchir à comment est-ce que cette nouvelle application, ce nouveau service, on l'intègre, dans l'énorme brique, déjà existantes et comment est-ce on on intègre, enfin on crée de nouvelles fonctions et cetera. Alors je suis pas développeur, je vais sûrement dire des bêtises, sur les fonctionnements internes des applications monolithiques, mais en tout cas, c'est quand même nettement plus compliqué, surtout quand l'application est grosse. En opposition, on retrouve, tu notes des questions, c'est ça? En opposition, on retrouve exactement la même application, sauf que cette fois, elle est, divisée en microservices. Donc on retrouve nos différents modules de paiement, de stock, de connexion utilisateur ou de front. Mais on se rend compte que cette fois, chaque module, chaque service est une application à part entière et un microservice, du coup. Donc chaque service, si besoin, a accès à sa base de données et potentiellement, chaque service pourrait être, déployé sur, un serveur, indépendant. Hem, Comme on a plusieurs services, comment est-ce que ça va se passer pour la communication entre ces microservices-là? Alors il y a plusieurs possibilités. La première, c'est, dans notre module de paiement, par exemple, le module de paiement a besoin d'accéder au module de stock et ben, on va renseigner l'IP, de ce module de stock directement, dans le module de paiement. Ça crée pas mal de soucis, surtout quand on va partir sur des infras, conteneurisés. Si on repart sur ton infra, Cube tout à l'heure de Meryl, on va avoir, potentiellement des soucis parce que notre, conteneur, il peut se trouver sur le serveur 3, mais il pourrait très bien se trouver sur le serveur 4. Donc ça veut dire que notre, module de paiement ait suffisamment d'intelligence, d'intégrer pour pouvoir mettre à jour automatiquement l'IP, du microservice de stock pour pouvoir continuer à le joindre. 2e option, on passe par, des DNS, donc au lieu de renseigner l'IP dans notre application de paiement, on va renseigner un nom de domaine. C'est ce nom de domaine-là, du coup, va permettre, de pointer, si on parle plus sur du Kubernetes, de pointer sur un service qui lui, du coup, va, s'occuper de dispatcher le flux comme il faut en fonction des applications, si elles sont up ou non. Alors ça fonctionne, c'est très bien. Cependant, on va peut-être manquer de fonctionnalités. Par exemple, si on veut faire du déploiement,
En Canary ou si on veut faire du blue-green, ça va être un peu compliqué à mettre en place. Si on veut faire des tests en mode dégradé, par exemple, si on souhaite qu'une requête sur 2 n'aboutisse pas, ben, on va pas pouvoir le faire. Hem, donc il y a une autre possibilité, c'est celle qui est présentée ici sur ce schéma-là, c'est qu'on va mettre en place des proxy sidecars sur, chaque serveur et notre application de paiement, par exemple, si elle veut communiquer avec notre application de stock, bah, elle va communiquer avec le proxy sidecar de son serveur, donc elle va communiquer avec son localhost sur un port particulier, et c'est ce proxy sidecar-là qui va avoir toute l'intelligence de savoir du coup où se trouvent nos différents microservices. Donc si on reprend un petit peu le flux, module de paiement a besoin de communiquer avec le module de stock, donc il va communiquer dans un premier temps avec le proxy sidecar du serveur 2 aura la connaissance que bah, l'application de stock se trouve sur le serveur 3, donc il va renvoyer le flux sur le proxy sidecar du serveur 3 qui lui du coup va le renvoyer au service de stock. Donc ça c'est cool, ça marche bien. Souci, hop, si on a notre application qui scale, et ben il faut qu'on puisse mettre à jour dynamiquement les informations qui sont sur sur tous les proxy sidecars pour qu'à un instant T, tout le monde soit au courant de où se trouvent nos différentes applications, en quel nombre est-ce elles sont créées, et redispatcher du coup le flux sur ces différentes applications-là. Et on aimerait bien aussi que les applications, si elles reçoivent du flux, bah, l'application soit bien up et soit bien healthy. Donc il y a un petit peu de configuration à faire au niveau du proxy sidecar. Ce qu'on remarque, ici, c'est que, bah, du coup, ça commence à faire beaucoup de briques. D'un point de vue infra, l'infra est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus, du coup, de maintenance. Enfin, en termes de maintenance, c'est plus compliqué à maintenir. Je me répète un petit peu. D'un point de vue applicatif, cependant, c'est tout de suite plus simple. Si on a besoin de mettre à jour un seul des modules, bah, c'est pas très grave. On prend ce module-là, on le change de langage, on met à jour le langage. On va pas impacter le reste de l'application. Donc, on va pouvoir tester un peu plus unitairement chaque changement. Si on veut rajouter une fonctionnalité, bah, c'est très bien, on rajoute finalement juste un microservice. Donc par exemple, là, ça peut être représenté par la brique violette, et bah, on l'expose via une API, et c'est les autres microservices qui vont du coup venir consommer cette API-là, cette nouvelle API. Donc on a beaucoup moins d'interaction et d'interdépendance entre les différents services. Donc là, on va retrouver ce que j'ai déjà dit. Donc l'intégration de nouvelles fonctionnalités est facile et simplifiée. La maintenance applicative est simplifiée également. La scalabilité est nettement mieux gérée. Si on retourne ici, effectivement, on voit qu'il y a juste notre module de stock ou notre module de paiement qui ont été scalés, mais la connexion utilisateur, finalement, il n'y a pas beaucoup de charge dessus, donc on va pas l'augmenter. Euh, donc ça nous fait des économies de coûts, c'est cool, et ça nous fait aussi des économies d'infra. Donc en termes de Green IT, c'est un petit peu mieux. Inconvénient, bah forcément l'architecture d'un point de vue infra est beaucoup plus complexe, donc la maintenance de l'infrastructure est beaucoup plus complexe. Il y a plein de choses à superviser, il y a plein de choses à configurer. Les sources de bugs et d'erreurs humaines sont nettement plus conséquentes. Donc on a tout intérêt à rentrer dans un mode de GitOps, comme tu le présentais tout à l'heure, et d'infra as code pour pouvoir un peu mieux gérer son infra et avoir un historique surtout de ce qui s'est passé sur notre infrastructure en cas d'incident. Ok, donc là maintenant on va passer à Consul. Donc Consul, c'est un produit d'HashiCorp, on en connaît peut-être des plus connus comme Terraform par exemple, ou Vault. Et Consul, il va nous simplifier la vie pour configurer automatiquement notre brique de proxy sidecar. Donc, toujours un petit schéma, on retrouve nos modules que j'ai présentés tout à l'heure. Donc on a notre front, notre paiement et notre connexion utilisateur. Là est notre module de stock qui est là. Là, l'infra est un peu plus cohérente à ce qu'on pourrait trouver dans la vraie vie, en production. On a des réplicas qui sont répartis sur plusieurs serveurs. Et on peut imaginer que notre module de paiement, bah, il peut bouger d'un serveur à l'autre. Donc au niveau de la partie consul, on va retrouver deux grandes briques. La partie consul serveur qui va être vraiment le cœur entre guillemets, enfin c'est lui qui va maintenir la cohésion de notre cluster. Il va stocker toutes les informations de notre cluster consul, et il va permettre d'enregistrer de nouveaux agents. Le but des agents, donc il va être les agents sont installés sur chacun des serveurs applicatifs. Ils vont pouvoir repérer, via notamment de l'autodiscovery, les différentes applications qui fonctionnent sur le serveur. Il va vérifier si ces applications
fonctionne correctement et suite à ces informations-là, il va pouvoir mettre à jour la configuration du proxy sidecar et renvoyer ces informations, aux autres consul agents qui vont à leur tour mettre à jour, la configuration du proxy sidecar. L'avantage, c'est que si on rajoute un nouveau serveur, donc on imagine qu'on a un serveur applicatif 4 qui apparaît avec notre consul agent, heu, un nouveau consul agent du coup qui est déclaré, il va pouvoir se connecter et intégrer automatiquement le cluster, récupérer toutes les informations, de microservices, mettre à jour du coup son proxy sidecar et commencer à renvoyer du trafic, si nécessaire aux bonnes applications. Bon, ça c'est l'architecture de Consul, je vais passer parce que, je vais manquer de temps, mais si ça vous intéresse, je vous invite à lire la doc, directement sur le site de Consul. Là, on retrouve du coup les fonctionnalités que j'ai, pu présenter rapidement tout à l'heure. Donc on fait du service discovery, avec, d'ailleurs j'ai des petits écrans, en dessous. On a du coup du service discovery, Consul du coup la détecte en l'occurrence qu'il y a trois services qui fonctionnent, un front app, un back app et il s'autodétecte. Il va pouvoir faire du health check. Là, on est sur le serveur qui s'appelle app1 et il nous confirme que, l'application backup, tourne correctement. Il va pouvoir faire des ACL, donc alors il y a 2 types d'ACL, il y en a celle qui est réellement appelée ACL finalement dans les nouvelles versions de Consul, c'est, les policies sur, l'API Consul. En fait, API Consul, c'est aussi une API sur lequel on va pouvoir, se connecter pour récupérer ou envoyer de l'information et forcément, on a besoin d'autoriser les accès sur cette API-là. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas ce que j'ai voulu, représenter ici. Moi, c'est les ACL inter-applications, inter-services que je voulais représenter. Donc, par exemple, le front a le droit de communiquer avec un back 1, qui a le droit de communiquer avec un back 2, mais le front, donc l'application A ici, n'a pas le droit de communiquer avec le back 2, donc l'application C ici. Et j'ai pas de slide, mais c'est aussi un KV Store, donc c'est un peu un équivalent à etcd. Donc c'est un, un KV Store distribué où on peut stocker du coup de la donnée équivalent. Ok, on va passer à la mise en pratique et je vois qu'il me reste que 10 minutes, donc on va essayer d'aller vite. Tout ce que je vais présenter est dispo sur GitLab, donc si ça intéresse des gens, vous pouvez scanner le QR code et revoir ça à tête reposée, peut-être aussi un peu moins rapidement que ce que je fais là pour un peu décortiquer tout le TP. Le QR code est dispo sur toutes les slides. Et voici, hop, et voici du coup l'infra qu'on va développer. Donc là, ce qui est déjà déployé au niveau de notre POC, ça va être nos fronts. Donc notre front sur le serveur app0, un back 1 et un back 2 sur le serveur app1 et sur le serveur app2. Et on va avoir en bas 3 serveurs qui vont être nos consul serveurs. Donc si on vérifie, on voit qu'ici on a bien notre front qui fonctionne, qui répond, mais il répond pas correctement, il y a des services qui sont pas dispo. On a sur le serveur app1 un back qui a un compteur qui augmente dès que je rafraîchis la page. Même chose au niveau du serveur app2. Et on a ici notre consul, notre dashboard consul, qui permet de voir un petit peu ce qui se passe. Et là déjà on voit que nos applications sont pas déployées, ce qui est normal parce qu'on n'a pas créé et configuré notre consul agent. Donc on va faire ça tout de suite. Hop, tac tac tac, je vais décommenter ça et recommenter ça. Donc au niveau si on regarde, je vais pas présenter tout le code et toute la conf parce que je vais manquer de temps. Là, je vais juste vous montrer les fonctionnalités. Mais derrière, ça tourne sur du Vagrant et il y a des scripts bash qui permettent de mettre à jour automatiquement la configuration des différents serveurs. Et il y a la présentation aussi qui est dispo. Donc, si vous voulez regarder, tout est présent. Donc là, on a déployé nos consul agents. Donc on voit effectivement que cette fois, on a bien nos services qui apparaissent dans le dashboard de consul, donc front app et back app. Donc c'est cool. On voit que on a bien nos nodes, donc nos serveurs et nos applications qui sont déclarés. On n'a pas de clé valeur et on n'a pas d'intention. Ça, on verra ça tout à l'heure si j'ai le temps. Ah oui, ici aussi, on voit que on a bien 3 serveurs de disponibles avec notre serveur 1 qui est
le serveur principal, très bien, mais on voit surtout que nos applications sont pas dispo. Effectivement, elles sont pas dispo parce que bien qu'on ait du consul agent, on n'a pas déployé le proxy sidecar, donc le front n'est pas capable de se connecter au back en passant par le proxy sidecar. Donc on va faire ça, hop, tout de suite. On provisionne tout ça. On va voir si on se connecte sur notre front ici, que nos applications vont apparaître petit à petit en vert. Tac, hop, l'app 0 là est dispo. Normalement ça se met à jour automatiquement, mais si je rafraîchis à la main, oui voilà, ça va peut-être être plus rapide. Si on clique dessus, on voit que il y a une relation entre le back app et le front app, que du coup le front app est bien déployé à 100%. Par contre, que le back app, là, il n'y a qu'un seul des deux backs qui répond. Si on tourne sur nos services, tout a dû être déployé de l'autre côté. Donc là, on a tous nos services qui fonctionnent correctement. Et si on retourne sur le front, là, on n'a plus de problème et on voit que notre front se connecte une fois sur l'app 1, une fois sur l'app 2 et récupère bien le compteur ici. Si je le rafraîchis petit à petit, là on est sur l'app 2, hop, bon, je sais pas comment il se met à jour, là on est sur l'app 1 et le compteur correspond bien à ce qu'on a de l'autre côté. Donc ça c'est cool. Ce qu'on remarque par contre, c'est que notre URL, alors c'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont en visio, mais notre URL elle est pas terrible, on est sur le port 9001. Nous on aimerait bien utiliser un reverse proxy avec Nginx pour taper sur le port 80, on va pas s'occuper du SSL pour le moment, c'est pas le but, mais on aimerait bien avoir une URL un peu plus propre, sans le port à la fin. Donc pour ce faire, on va rajouter une autre brique qui s'appelle Consul Template. Donc Consul Template, lui en fait son rôle c'est de se connecter au consul agent, de récupérer du coup les informations de nos différentes applications. Donc là en l'occurrence, il va juste récupérer les informations du front parce que c'est ça qui l'intéresse. Il va pouvoir se connecter à Nginx et mettre à jour automatiquement la configuration d'Nginx via un template en fonction de l'état de service du front. Donc on va faire ça tout de suite. Hop, ça, on va le recommander. On va décommenter ça. On va le lancer. Si on regarde en fait un petit peu au niveau de la conf, bon là on a la conf du consul template, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. On a surtout ici la configuration c'est une configuration Nginx qui est templatisée avec, du coup en fait il fait office de reverse proxy et la brique front app se met à jour automatiquement en fonction de ce que le consul template peut récupérer via consul. Donc si on rajoute un front, par exemple sur le serveur sur le serveur app1, on va se retrouver avec deux lignes ici qui correspondent du coup au front déployé sur l'app 0 et au front déployé sur l'app 1. Donc là normalement ça doit être déployé et si je me connecte voilà sans le port, cette fois on arrive bien aussi sur le dashboard, mais sans utiliser le port. Donc on a bien la mise à jour automatique du Nginx. Je vois qu'il me reste 3 minutes, donc il y a la dernière fonctionnalité que je vais pouvoir vous montrer, c'est les intentions. Donc c'est ce que tout à l'heure j'appelais les ACL. Le but des ACL, c'est de dire on autorise ou on refuse nos différents services à communiquer entre eux. Donc là, je vais faire une règle de deny. Je refuse que le front app communique avec le back app. Et effectivement, on se retrouve dans le même cas que tout à l'heure, où on a notre front qui est en erreur parce qu'il n'arrive pas à communiquer avec le back. Si on rajoute une règle pour lui dire que le front est autorisé à communiquer avec le back, et ben d'un coup, si on rafraîchit, ça fonctionne de nouveau. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter. Et ben merci à tous du coup, bonne soirée. Bonne soirée.